Alors, bonjour tout le monde. Je vous parle de chez M. Languirand cette fois-ci, dans le repère même de M. Languirand, presque dans mon puits de lumière. Alors, je suis très content d'être ici. Aujourd'hui, je vais vous parler des pays, des soulèvements du Moyen-Orient et de la dictature, au fond des dictatures qui sont en jeu et qui nous rapportent à des problèmes psychologiques chez nous aussi. Alors, je vais commencer en mettant tout ça en contexte. Vous savez que il y a plus que 100 milliards d'étoiles dans notre propre galaxie, dans la Voie lactée. En fait, les scientifiques estiment entre 100 et 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et on estime que dans l'univers connu, donc visible par nos instruments, il y aurait 100 milliards de galaxies comme la nôtre. On se comprend, là, 100 milliards par 100 milliards au moins. Et ça ne représente que 5 de notre univers, c'est-à-dire les 5 qui sont visibles. Pas à l'œil nu. À l'œil nu, il y a seulement 1 5 avec les télescopes, les microscopes et tout ça. Alors, on s'entend que les révolutions du Moyen-Orient ne représentent pas grand-chose dans ça. C'est une petite tempête de sable à la surface du désert. Pourtant, cette bascule, elle parle de quelque chose de central qui est en train d'arriver. On dirait que les populations, entre autres du Moyen-Orient, en fait, les populations qui vivent sous des dictatures, bon, là, les exemples qu'on a, c'est l'Égypte et la Libye, que ces populations-là ne sont plus capables de tolérer ce joug-là. Et donc, ils ont besoin de sortir de prison. Et pour nous, ça pose des questions parce que ça rend transparent, en fait, le double discours des administrations, que ce soit celle de l'Union européenne ou l'administration américaine. Et c'est Jean-François Kahn qui, sur les ondes avec Joël Le Bigot, faisait ressortir qu'en fait, le tour qu'on s'est joué, c'est de, tout en étant des gens qui vont promouvoir, qui ont promu la démocratie, en même temps, j'insiste, on soutenait des régimes totalitaires parce que ces régimes-là nous donnaient l'assurance d'avoir accès au pétrole, aux ressources naturelles. Alors vraiment, on est dans un double discours. Ce que ces dictateurs-là ont fait, que ce soit en Égypte, en Libye, en Iran, c'est qu'ils ont, au fond, purgé leur population de tous les éléments progressistes, libéraux, nationalistes, de tous les intellectuels dans certains cas. Et bien sûr, ils n'ont épargné que les mosquées parce que c'était l'Église. Et après ça, nous autres, on s'étonne que l'islamisme prenne tant d'importance, et même l'islamisme radical. Mais en réalité, c'est la seule place qui est restée un petit peu organisée sous ces dictatures. Et donc, c'est sûr que c'est de là que surgit souvent la révolution. Donc, je pense que ça va nous obliger à éclaircir notre discours. Je pense qu'on est en train de pénétrer dans un moment du monde où tout ce qui est emprisonné veut sortir. Mais ça vaut aussi pour nos pays. Si on pense aux différentes corruptions au Québec, par exemple dans le monde de la construction ou du gouvernement et tout ça, c'est devenu intolérable. Ça l'était il y a 10 ans, ça l'était il y a 20 ans, on ne voulait pas trop le regarder. Là, tout à coup, c'est devenu intolérable. On réclame de la transparence, on réclame de l'authenticité, on veut sortir de ces régimes de corruption et donc on veut sortir de prison. Maintenant, tout ce qui se passe dans le monde n'est quand même que le reflet de ce qui se passe en nous. Où est-ce qu'il est ce dictateur en nous qui tient une règle si féroce et qui lui aussi a emprisonné nos ressources premières et purgé souvent nos ressources créatrices? Ben, on pourrait dire que c'est l'ego, ou c'est l'égocentrisme, ou c'est le personnage, ou si on peut dire notre souci pour notre image, notre souci de performance, nos peurs aussi profondes. Parce qu'au fond, un dictateur, ça a aussi un double rôle par rapport à son peuple. Ça rassure le peuple, parce que ça crée momentanément de la sécurité, ça amène quelques infrastructures, mais dans un deuxième temps, le peuple se rend compte que le dictateur a bien verrouillé la porte et qu'on ne peut plus sortir du pays et qu'on ne peut plus sortir de cette prison-là. C'est exactement la même chose avec l'ego. L'ego est une chose dont on a absolument besoin pour vivre dans le monde. On ne peut pas vivre dans une société où il y a de la compétition, où il y a tout ça, sans avoir une sorte de centre de référence qui est votre ego, qui est votre personnalité dans le monde, au fond, et qui vous permet de dire « je », de vous affirmer et parfois même de vous défendre. Et Jung a bien mis ça, Carl Gustav Jung a bien mis ça en évidence en disant, ben non, on a absolument besoin d'un ego pour s'orienter, pour trouver une direction, pour prendre une direction. On s'entend que dans un monde où tout est bienveillant et amoureux,
l'ego est moins nécessaire, il est une nuisance. Mais au point de départ, l'ego nous sert beaucoup à nous lever debout en tant qu'être humain. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Hein? Alors, il va s'appuyer sur toutes sortes de choses. Il va s'appuyer sur les jambes de ses parents, les pattes de chaise, ses propres joies, pour répondre à cette pulsion-là de se lever debout. Alors nous, on développe notre ego de cette façon-là. On s'appuie même sur nos écueils, les problèmes de l'enfance et tout ça, pour tranquillement développer une personnalité qui nous permet de survivre. Mais pour développer cette personnalité-là, on met en prison ou on occulte d'autres parties de nous-mêmes qui nous semblent, à tort ou à raison, pas si bienvenues dans notre aventure familiale, dans notre environnement familial, à l'école et plus tard même avec nos patrons ou avec nos amoureux, nos amoureuses. Donc, on passe une bonne partie de notre vie, nous aussi comme des dictateurs, au fond, à tenir bien serré la porte de la prison de ce qu'on a dû enfermer pour survivre. Au début, comme je le disais, ça sert, mais éventuellement, ça nuit parce que ça étouffe, ça emprisonne et ça empêche de vivre, au fond, de façon plus ouverte, de façon créatrice. Alors, au fond, la bascule qui arrive dans le monde, elle nous invite aussi, chacun de nous, à ouvrir les portes de nos prisons. Et ça, c'est une sérieuse remise en question personnelle. Hein? Quelles sont, par exemple, les plages de liberté que je m'accorde vraiment dans une journée? Quand est-ce que je désobéis à la règle si stricte de l'ego, hein, qui est faite de quoi? Qui est faite de mes peurs, qui est faite de mon souci d'image, comme je le disais tout à l'heure, qui est faite de mon besoin d'avoir une certaine cohérence pour ne pas perdre la face aux yeux des autres et tout ça. Alors, c'est très rare, au fond, qu'on se permet vraiment de sortir de ce souci de soi. Mais ce souci de soi, il est véritablement une prison. Et s'il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie et plus que 100 milliards de galaxies comme la nôtre, elle nous invite à quoi? Elle nous invite à un mouvement de liberté. La merveille de l'univers, c'est qu'il y a tant de choses différentes qui restent quand même unies. Et le mouvement qui habite actuellement les populations et qui habite nos cellules intérieurement, c'est effectivement d'aller vers plus d'unification. C'est des retrouvailles avec la liberté, c'est des retrouvailles au fond avec l'amour et avec la fraternité de tous les êtres, des pays différents, des gens très différents, mais la fraternité même avec les étoiles, avec tout l'univers qui nous entoure. Bien sûr, pendant tout ce temps-là, il y a des gens qui meurent alors que nous, on mange bien. Il y a des gens qui sont vraiment dans des pays en guerre et qui vivent autre chose que les problèmes qu'on vit ici. Et donc, j'ai pensé à un petit exercice que je vous propose en fin de chronique pour nous mettre au diapason du monde, au fond, mais de façon à y apporter la paix dont on peut jouir dans notre pays. Alors, je vous propose simplement de fermer les yeux quelques instants, de vous mettre en contact avec quelque chose qui, dans votre vie, vous réjouit. Quelque chose que vous exprimez, un des talents, des dons que vous exprimez, une qualité que vous exprimez. Pourquoi ça? Parce qu'au fond, ça va vous mettre automatiquement en relation avec la paix profonde en vous. Quand on exprime des choses qu'on aime, il y a de la paix en soi, il y a une harmonie en soi. Donc, mettez-vous en contact avec cette paix-là. Et ensuite, imaginez un pont vibratoire, un pont subtil dans le monde subtil qui sera en Libye, qui sera en Égypte, qui sera dans les pays en difficulté. Choisissez-en un. Et là, c'est comme si vous partiez sur ce pont-là, aérien, subtil, pour vous rendre avec votre belle énergie de paix dans ce pays-là. Et là, laissez tout simplement émaner cette force de paix de vous, de votre cœur, mais aussi permettez-vous de ressentir ce qui se passe dans ces pays-là. Vous serez sans doute étonné de vos propres capacités d'émissivité, d'émettre, mais aussi de vos capacités de recevoir, de réceptivité, de perceptibilité de ce qui peut se passer dans ces pays-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que ce type d'exercice nous apaise aussi et nous sort un peu de l'impuissance. Donc, vous pouvez dire que c'est uniquement imaginaire et ce n'est pas concret. Mais notre monde, comme je disais tout à l'heure, il y a seulement 5% qui en est visible et 1% à l'œil nu. Qu'est-ce qui vous dit que tout ce rapport à l'imaginaire de vos pensées n'est pas aussi concret qu'une action qu'on irait faire? Par exemple, envoyer de l'argent ou se rendre dans ces pays-là pour les aider. Votre présence paisible, amoureuse, compassionnée, fraternelle dans le monde
est quelque chose qui agit instantanément sur vous-même, sur votre environnement immédiat et aussi, si vous le choisissez, sur des environnements lointains. Voilà, à la prochaine.